Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour en Côte d'Ivoire après une visite privée en France. Le chef de l'État a exprimé son soutien aux victimes des pluies diluviennes. Il a aussi confirmé l'arrivée à Abidjan le 17 juillet prochain du président français François Hollande. L'Observatoire de la fluidité des transports, en collaboration avec le Comité national de facilitation des transports et la Banque mondiale, viennent d'initier une caravane. L'objectif est d'améliorer les indicateurs de performance sur l'axe Abidjan-Noé. Au Kenya, 22 personnes ont été tuées dans la nuit d'hier à aujourd'hui lors de nouvelles attaques dans la région de la côte où une soixantaine de personnes avaient été massacrées en juin dernier. Les islamistes somaliens Shebab liés à Al-Qaïda revendiquent l'attaque. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI1. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour en Côte d'Ivoire après une visite privée en France. C'est le 27 juin dernier que le chef de l'État avait quitté Abidjan. À son retour, il a exprimé son soutien aux victimes des pluies diluviennes. Il a aussi confirmé l'arrivée à Abidjan le 17 juillet prochain du président français François Hollande. Notez que c'est la première fois que le président français François Hollande effectue une visite officielle à Abidjan depuis son accession au pouvoir. Nous y reviendrons dans cette édition. La Côte d'Ivoire était présente à la 149e session du Conseil de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le pays était représenté par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Kobena Kwasi Adjoumani a été reçu en marge de cette session par le directeur général de la FAO. Les échanges ont porté notamment sur la coopération Nord-Sud. On fait le point avec notre reporter Hugues Vibli. De Rome, où il se trouvait dans le cadre de la 149e session du Conseil de la FAO, le ministre des Ressources animales et halieutiques est revenu avec des engagements à soutenir différents projets. Ce sont les résultats des nombreuses audiences accordées au ministre Kobena Kwasi Adjoumani par différents responsables de l'institution. Avec José Graziano da Silva, le directeur général de la FAO, et des responsables de premier plan de l'institution, ont été évoqués avec beaucoup d'autres sujets, l'organisation de la 29e conférence régionale pour l'Afrique en 2016 en Côte d'Ivoire, les pertes post-capture, l'initiative économie bleue et croissance bleue, l'initiative RI. Le ministre Adjoumani a reçu des assurances sur le fait que la FAO a beaucoup à mettre en œuvre en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, très bientôt, va abriter la conférence régionale au niveau de l'Afrique. Et à ce titre-là, nous avons eu à échanger des préparatifs et autres. Il y a aussi la conférence mondiale sur la peste des petits ruminants. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a été choisie pour abriter cette importante organisation, cette rencontre. La conférence mondiale de la peste des petits ruminants est prévue à Abidjan au premier trimestre de l'année 2015 et la conférence régionale en 2016. S'agissant de l'agriculture, il a été signifié à la délégation ivoirienne qu'aux premières villes ivoiriennes qui bénéficient de l'initiative RI vient s'ajouter la ville de Gagnoa. Et je l'annonçais tantôt, le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour en Côte d'Ivoire après une visite privée en France. Et à son arrivée cet après-midi, le chef de l'État a exprimé son soutien aux victimes des pluies diluviennes. Il a aussi confirmé l'arrivée à Abidjan le 17 juillet prochain du président français François Hollande. Jérôme Kofi Abolin était à l'aéroport cet après-midi. Suivons son reportage. Juste après sa descente d'avion aux environs de 17h ce dimanche 6 juillet 2014 pour marquer son retour au pays après un bref séjour privé en France, les premiers mots du président de la République Alassane Ouattara ont été les mots de compassion aux populations suite aux pluies diluviennes causant dégâts matériels et pertes en vie humaine. C'est un moment difficile pour toute la population car nous avons perdu 23 personnes au cours de ces pluies diluviennes. Il y a eu de nombreux blessés, également des désagréments pour chacun de nous. Le gouvernement a pris plusieurs mesures d'urgence. Ceci a permis d'atténuer un tout petit peu les conséquences. Et en raison donc de la gravité de la situation, j'ai demandé au Premier ministre et au ministre chargé de la Défense d'associer les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Je considère qu'il est important
que nous puissions faire ce qu'il y a lieu de faire, c'est-à-dire dégager les voies d'eau, faire en sorte que si ces pluies continuent, l'eau puisse couler normalement. Et je demande aux familles concernées de comprendre que ce n'est jamais de gaieté de cœur qu'il faut détruire les habitations, surtout pour des personnes très défavorisées, mais cela doit se faire pour préserver des vies humaines. Donc je voudrais rassurer nos compatriotes que nous sommes bien conscients de la gravité de la situation et que le gouvernement continuera de tout mettre en œuvre pour que cette période difficile puisse être abordée avec toute la sérénité nécessaire. Des sites d'accueil ont été identifiés pour les sinistrés, de même qu'un terrain de 850 hectares pour relocaliser les habitants des quartiers précaires. Donc je voudrais, en terminant, réitérer toute ma compassion, toutes mes condoléances. Le président de la République, répondant par la suite à une question relative au refus du FPI de siéger à la nouvelle CEI, a indiqué que c'est la meilleure commission électorale que la Côte d'Ivoire s'est donnée. Nous avons tout de même travaillé de la manière la plus complète et la plus ouverte. Nous avons fait venir la National Democratic Institute, qui est quand même un think tank reconnu de tous, du Parti démocrate américain, qui a aidé à mettre des commissions électorales partout dans le monde, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Sénégal, en Europe de l'Est. Cette mission était dirigée par un ancien Premier ministre canadien. La mission a vu tout le monde, nous a indiqué que cette formule convenait à tous. C'est un système de check and balances, c'est-à-dire faire en sorte que tous les partenaires soient présents et que les uns et les autres s'équilibrent à l'intérieur pour que cette structure ait la plus grande stabilité et la plus grande autonomie. Je pense que les discussions continuent et il est de l'intérêt de tous, du Front populaire ivoirien, comme de tous les partis d'opposition et du parti au pouvoir, de participer à cette commission électorale indépendante. Vous savez, moi, je tiens beaucoup à des élections apaisées, transparentes et crédibles. J'ai tenu à avoir des analystes et des hommes politiques de qualité qui ont une expérience des élections dans le monde entier pour nous aider à nous organiser. Parce que je veux sortir de cette crise et faire en sorte qu'il y ait la confiance dans le processus électoral. Et je crois que cette CEI donne la possibilité à tous de s'exprimer. Ceci me paraît tellement équilibré que je serais surpris personnellement que le Front populaire ivoirien ou des partis d'opposition ne souhaitent pas ou ne veuillent pas participer à une telle commission. C'est la meilleure commission que la Côte d'Ivoire ait connue. Le président Alassane Ouattara a aussi confirmé la très prochaine visite officielle du président français François Hollande en Côte d'Ivoire. Le président de la République française sera en Côte d'Ivoire le 17 juillet prochain, donc dans une dizaine de jours, pour une visite officielle. Nous avons donc commencé à travailler sur cette visite officielle qui arrive à un moment où la Côte d'Ivoire fait des progrès importants au plan économique, au plan politique. Et je pense que nous allons avoir des échanges de bonne qualité avec le président français, et surtout, bien évidemment, lui dire que la dette extérieure doit connaître un effort plus important d'allègement. Je considère que cette visite est importante pour la Côte d'Ivoire, mais également pour la sous-région. Vous connaissez tous le rôle que le président François Hollande a joué dans la crise malienne. Nous aurons donc à discuter des questions bilatérales, mais également des questions régionales, continentales, et bien évidemment un tour d'horizon concernant l'évolution des grandes questions mondiales. De retour donc au pays, le président de la République s'est dit prêt et toujours déterminé à poursuivre les grands chantiers pour le développement de la Côte d'Ivoire.
L'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, vient de faire le point de ses activités au ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Des actions ont été menées pour la réintégration des ex-combattants invités à s'investir dans le processus de paix. L'ADDR a également apporté des clarifications sur la somme allouée aux ex-combattants pour leur réintégration, somme fixée à 800 000 francs CFA et non 1 500 000, nous explique Abou Sanogo. Au niveau de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR, les choses vont plutôt bien selon le directeur général Fidel Sarasoro qui recevait dans les locaux de l'ADDR le ministre chargé de la Défense Paul Kofi Kofi. Sur le point de la situation, Fidel Sarasoro a réaffirmé qu'à ce jour, le taux d'exécution est à peu près de 50% d'ex-combattants réinsérés et que l'objectif assigné par le Conseil national de sécurité et le président de la République est de finaliser le processus de DDR d'ici fin juin 2015. Relativement aux fausses informations qui circulent dans le milieu des ex-combattants sur le montant du filet de réintégration, le directeur général de l'ADDR donne des précisions. Il y a certains ex-combattants qui ont évoqué le fait que l'ADDR leur devait 1,5 million sous forme de filet de réintégration. L'ONUCI nous assiste dans le financement des pécules de formation. Et en ce qui concerne les pécules de formation, il s'agit de mettre à la disposition des ex-combattants, lorsqu'ils sont en formation, 40 000 francs CFA pour une durée maximum de 6 mois. Après la formation, et ce uniquement pour ceux qui font des activités ou qui sont déjà dans des activités. Donc il s'agit de renforcer leur capacité. Il est prévu de leur mettre à disposition un filet de réintégration d'une valeur maximum de 800 000 francs et non 1,5 million comme certains ont voulu le faire croire. 800 000 francs. Ce montant a été fixé avec l'ensemble de nos partenaires, validé par le Conseil national de sécurité et le président de la République. Sur la question, la position du gouvernement est claire. Il n'y a pas de montant qui vaudrait 1,5 500 000. Je crois que certains l'ont appris et nous demandons formellement ces informations et que les jeunes doivent se référer à la DDR. C'est la seule structure qui est mandatée pour parler de ces questions. Cette rencontre a permis au directeur général de l'ADDR de saluer l'appui et le soutien constant du ministre chargé de la Défense dans l'accomplissement de la mission à lui assignée par le président de la République Alassane Ouattara et le gouvernement de Côte d'Ivoire. La formation commune de base achevée, 115 agents techniques des eaux et forêts ont été présentés au drapeau. La cérémonie de présentation au drapeau, présidée par le ministre des eaux et forêts, Mathieu Baboudaré, a eu pour cadre l'école de faune et des aires protégées de Boisflé. Le récit est de Thérèse Tapé-Yoboui. Ces 115 agents techniques, officiers et sous-officiers présentés au drapeau national ont bénéficié d'un renforcement des capacités opérationnelles au plan militaire et technique à l'école forestière de Boisflé. Le maniement des armes, les méthodes d'intervention sur le terrain, le respect des symboles de l'État et du drapeau étaient au centre de leur formation. Au plan technique, leurs connaissances en matière de reboisement et de lutte contre les feux de brousse ont été renforcés. Parrain de la cérémonie, Mathieu Baboudaré. Il a exigé de ses filleuls intégrité, honneur et engagement. Vous venez d'avoir la formation militaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, vous allez être des militaires. Je dirais comme des militaires, puisque c'est un corps paramilitaire. Votre comportement doit être un comportement militaire. Ce qui signifie discipline et intégrité. Le maire de la commune de Boisflé a marqué sa foi en l'avenir des eaux et forêts au regard des grands chantiers entrepris par le ministère pour faire du secteur un pilier essentiel de l'émergence de la Côte d'Ivoire, prôné par le président de la République. La formation continue de base est obligatoire pour tous les corps militaires et paramilitaires astreints au port de l'uniforme et au maniement des armes dans l'exercice de leurs fonctions. Chaque année, 2 sessions de formation sont ouvertes pour permettre à tous les agents techniques des eaux et forêts de bénéficier de cette formation.
Des agents des eaux et forêts de Mans, déjà sur le terrain, mènent la lutte contre le sillage clandestin initié par le ministère des eaux et forêts. La lutte porte déjà ses fruits. La Direction générale des eaux et forêts vient de saisir 80 tonnes de bois frauduleux. Ce coup de filet a eu lieu à Danané. On retrouve Thérèse Tapeyoboy. Ce sont au total 1829 planches et chevrons qui ont été saisis à Danané grâce aux efforts combinés des agents des eaux et forêts de Mans et ceux de la direction départementale de Danané. La première saisie a été opérée dans 2 dépôts de revendeurs de planches qui dissimulaient dans leur stock près de 1026 planches et chevrons de sens divers issus du sillage clandestin. La seconde saisie, composée de 803 planches et chevrons toujours de sens divers, a été effectuée par la direction départementale de Danané. Il faut noter que cette mission de contrôle, effectuée par la direction régionale des eaux et forêts de Mans, s'inscrit dans la mise en œuvre de la campagne nationale de lutte contre l'exploitation frauduleuse de bois lancée par le ministre des eaux et forêts, Mathieu Babo-Daré. Le sillage clandestin ou sillage à façon met à mal l'économie nationale avec 21 milliards de pertes enregistrées par l'État de Côte d'Ivoire. L'Observatoire de la fluidité des transports, en collaboration avec le Comité national de facilitation des transports et la Banque mondiale, viennent d'initier une caravane. L'objectif est d'améliorer les indicateurs de performance sur l'axe Abidjan-Noé. La caravane a fait escale à Port-Boué, Grand-Bassam, Beaunois, Samo, à Boisseau, Noé et à Diaké afin de sensibiliser les acteurs du transport. De 3 barrages hier, on en vient aujourd'hui à un seul sur l'axe Abidjan-Noé. Ceux de Gonzaville et d'Aboisseau sont désormais levés. Reste l'unique barrage de Noé. C'est une décision du gouvernement ivoirien dans son souci d'assurer la libre circulation des personnes, des biens et des services. L'Observatoire de la fluidité des transports, OFT, en collaboration avec le Comité national de facilitation des transports, CFT, et la Banque mondiale, ont organisé une caravane qui a sillonné Port-Boué, Grand-Bassam, Beaunois, Samo, Aboisseau, Noé et Adiaki. Objectif, améliorer les indicateurs de performance sur l'axe Abidjan-Noé. Le docteur Kouyaté Mohamed et le colonel Ebakrou, respectivement secrétaire général de l'OFT et conseiller technique du ministère chargé de la Défense, ont tenu le même langage. Expliquer à tous les acteurs la réglementation en vigueur en matière de contrôle routier sur le dit axe. Ça, c'est le dépliant du projet de la Banque mondiale qui dit qu'il ne faut pas avoir de barrage sur l'axe Abidjan-Noé. Dans ce dépliant, nous avons mis fin aux raquettes, fin aux tracasseries routières, fin aux barrages anarchiques, pour que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent à l'horizon 2020. La police nationale, la gendarmerie nationale, les douanes ivoiriennes, les eaux et forêts, chacune des forces a expliqué aux transporteurs le rôle qui est le sien sur la route. Sur le territoire national, seulement 33 barrages sont autorisés selon le secrétaire général de l'Observatoire de la fluidité des transports. La Banque mondiale se félicite de l'avancée du pays dans sa marche vers une intégration réussie qui passe par la libre circulation des personnes et des biens. Et le reportage était signé Bentouré Abou Sanogo. Le directeur des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique était l'invité du magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Alvor Assa. Mamadou Barrow s'est prononcé sur le processus d'identification des postes de travail des agents du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Nous écoutons un extrait de son intervention. L'impact sera décisif. Nous n'allons plus gérer les ressources humaines comme il y a 20 ans. Ce serait une torture. Ce ne sera plus une torture pour qui que ce soit parce que nous allons jouer à fond la carte de la numérisation de notre administration. Et je pense qu'une administration qui se veut crédible, une administration qui se veut équitable, transparente, une administration moderne se doit véritablement d'utiliser des outils modernes. Et c'est ce que l'administration du ministère de l'Éducation nationale est en train de faire. Elle fait ça mieux et je pense que c'est de bon augure pour la suite. Alors au niveau de la formation, M. Barrow, alors, par où est-ce que vous allez commencer? Nous allons commencer par nos structures en déconcentré. Très bien. Parce que ce sont les plus nombreux et véritablement, si
la mayonnaise prend à ce niveau, et je suis sûr qu'elle va prendre, alors je pense que la gestion de l'administration centrale ne sera qu'une sinécure. La Fondation MTN vient de réhabiliter l'école primaire publique Sojefia de Yopougon-Kouté. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet 21 jours d'action citoyenne initié par le groupe MTN. Le reportage d'Herman Niamia. Ils pourront étudier à la rentrée scolaire prochaine dans un cadre propice à l'apprentissage. Eux, ce sont les élèves de l'EPP Sojefia 6C de Yopougon-Kouté. L'établissement qui vient d'être réhabilité et équipé en table-banc par la Fondation MTN était dans un état de délabrement avancé. Cet établissement, il faut le rappeler, a été fortement endommagé par un obus et des tirs de balles lors de la crise post-électorale, occasionnant ainsi la désertion des apprenants. Notre toiture ici était soutenue par des barres de fer de telle sorte qu'elle ne tombe pas sur la tête des enfants. Je suis vraiment contente d'avoir des bâtiments neufs. Et cela va vraiment contribuer à l'amélioration de ce que nous faisions. C'est le programme de volontariat annuel de MTN dénommé 21 jours d'action citoyenne qui a permis la réalisation de cette œuvre. Pendant les 21 jours, les salariés de cette entreprise ont offert de leur temps, de leurs compétences et de leurs ressources pour redonner le sourire aux élèves de cet établissement. Pour cette action, ce sont plus de 30 millions de francs CFA qui ont été mobilisés. Depuis bientôt 3 années, le thème des 21 jours d'action citoyenne tourne autour de l'éducation. Et pour cette 8e édition, le thème retenu était investir dans l'accès à l'éducation pour tous. En plus des dons offerts à l'EPP Sojefia 6C de Yopougon, la Fondation MTN a remis des ordinateurs, des tablettes et des whiteboards à plusieurs associations œuvrant dans l'éducation et l'alphabétisation. Une contribution pour les amener à continuer la formation des populations déscolarisées. On ouvre la page politique de cette édition avec cette rencontre du RDR à Mankono. Le secrétaire départemental du RDR de Mankono et le secrétaire général adjoint chargé de la formation viennent d'organiser une rencontre d'information et de mobilisation des militants de base du RDR. On fait le point tout de suite avec nos confrères du RTI Boaké. Former et sensibiliser les sections de base du Rassemblement des Républicains des sous-préfectures et villages de la région du Béré pour la victoire du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Telles sont les missions du secrétaire départemental du RDR de Mankono et du secrétaire général adjoint chargé de la formation et de l'école du parti à la case verte. Les responsables locaux du RDR ont exhorté les militants à s'unir et à taire leur rancœur, car c'est dans l'union que les militants offriront un second mandat au président Ouattara. Ils ont également invité les militants des différentes sections de base à actualiser les bases de données. Il s'agit donc d'actualiser les comités de base et ensuite les bureaux des sections pour finir vers les bureaux du secrétariat départemental. Tous les compartiments des structures du parti sont amenés, n'est-ce pas, à se concentrer sur une seule mission, la réélection du président Alassane Ouattara, candidat de consensus du rassemblement des fouettistes du RHDP pour l'élection de 2015. À cette rencontre politique, plusieurs préoccupations ont été soulevées par les militants. L'obtention de moyens de déplacement et des fonds pour mieux accomplir les tâches de militants actifs. Les responsables locaux ont promis à apporter des réponses à ces préoccupations. D'autres rencontres seront organisées afin de permettre à tous les militants d'être au même niveau d'information. Après Abobo, le directoire du groupement d'action pour la candidature unique d'Alassane Ouattara au RHDP a tenu son deuxième meeting à Dabou, un meeting qui a permis au Grand Kuyado, présidé par Blé Guirao, d'expliquer aux populations les enjeux autour de la candidature d'Alassane Ouattara pour le compte du RHDP. Témoin de cette rencontre, Michel Digré. Temps pluvieux ce samedi sur la cité de Dabou, mais sur le front politique, le mercure est plutôt monté d'un cran.
L'éclaircie est venue du groupement d'action pour la candidature unique d'Alassane Ouattara au RHDP. Le premier à se jeter à l'eau pour ce meeting, Blégui Rao, qui a d'entrée affiché la détermination du CRACU à faire aboutir le projet de candidature unique au sein du RHDP. On savait qu'on était en train des pluies. Et en train des pluies, à Daboula, la route est coupée. Mais on a maintenu ce meeting pour montrer que rien, je dis bien rien, ne nous arrêtera pour faire de Ouattara le président de la République en 2015. Les responsables du CRACU et ceux du RHDP de Dabou se sont succédés au pupitre pour donner les enjeux du soutien de la candidature unique d'Alassane Ouattara au RHDP pour la prochaine présidentielle. Ici dans le Léboutou, conscients de ce que c'est ensemble, unis, que nous sommes forts. Nous soutenons toutes les actions qui vont dans ce sens. Le CRACU Ado est à Dabo aujourd'hui pour expliquer aux populations ivoiriennes, expliquer à tout le monde pourquoi nous avons fait ce choix. Le choix de la réconciliation, le choix de la paix, le choix évidemment du développement. Vous savez très bien les grands travaux du président Ouattara, vous savez très bien les actions qu'il mène en travers la réconciliation envers nos frères de l'opposition. Aujourd'hui là, comme Fouille l'a fait en 58, en 59, il faut un consensus autour du président pour que nous allions à des élections apaisées en 2015 où il n'y aura pas encore de destruction massive des biens et des personnes, il n'y aura pas encore d'exilés où la Côte d'Ivoire ne va pas sombrer. Après Abobo et Dabou, Gagnoa constituera la prochaine étape de la tournée de sensibilisation du groupement d'action autour de la candidature unique d'Alassane Ouattara au sein du RHDP pour la présidentielle de 2015. Les États-Unis d'Amérique viennent de célébrer le 238e anniversaire de leur accession à l'indépendance. Ce 238e anniversaire a été aussi célébré en Côte d'Ivoire par l'ambassadeur des États-Unis. Ils étaient en présence des ressortissants américains et des amis des États-Unis, Awa Cissé, Abou Sanogo. Découverte en 1492 par Christophe Colomb, l'Amérique était sous l'emprise des colons britanniques jusqu'en 1775. En 1776, elle sort de la domination des colons britanniques et devient un État indépendant. Cette indépendance a été officialisée par une déclaration rédigée par Thomas Jefferson et signée par 556 délégués le 4 juillet 1776. Depuis lors, le 4 juillet marque la fête de l'indépendance des États-Unis d'Amérique et est commémoré par tous les Américains. À Abidjan, l'événement a été célébré par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, Terence McCuller. Occasion pour les diplomates de rappeler les liens d'amitié et de bonne coopération qui existent entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. À nos amis ivoiriens, alors que vous travaillez ensemble pour faire avancer la Côte d'Ivoire, pour relever les défis de la gouvernance, et alors que vous cherchez à diversifier l'économie ivoirienne en encourageant les investissements tant dans l'agriculture et dans l'industrie, sachez que vous avez l'amitié et le partenariat du gouvernement et du peuple américain. Les États-Unis sont prêts à déployer leurs programmes et ressources pour appuyer vos priorités nationales. Des membres du gouvernement, conduits par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ont pris part à cette commémoration. Le ministre d'État Moussa Dousso a salué l'excellence des rapports entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays est évalué à 578 milliards de francs CFA. Étaient présents à cette fête des ressortissants américains, des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire et des amis des États-Unis d'Amérique. Un défilé militaire et la prestation d'un orchestre de jazz ont meublé ce moment convivial. 22 personnes ont été tuées au Kenya dans la nuit d'hier à aujourd'hui lors de nouvelles attaques dans la région de la côte où une soixantaine de personnes avaient été massacrées en juin dernier. Les islamistes somaliens Shebab liés à Al-Qaïda revendiquent l'attaque, mais la police accuse un groupe séparatiste. Le Kenya a été le théâtre d'attaques sanglantes dans la nuit de samedi à dimanche. Les habitants d'Indi n'en reviennent toujours pas. Leur village a été la cible d'un raid, provoquant la mort de 13 personnes. La nuit dernière, vers 23 h, j'ai entendu des coups de feu. 2 minutes plus tard, ils continuaient toujours et cela ne me semblait pas normal. Alors j'ai appelé au poste de police de Gamba, mais personne ne répondait au téléphone.
Et pour cause. Au même moment, le poste de police que tentait de joindre ce villageois était aussi pris d'assaut par un groupe armé qui en a profité pour libérer l'un de ses acolytes, emprisonné depuis l'attentat du mois de juin qui avait fait 48 morts revendiqués par le groupe islamiste Shebab. 9 personnes ont été tuées lors de cette attaque, dont 8 détenus et un agent de police. Au total, selon la Croix-Rouge, 22 personnes ont péri dans des raids ciblés sur la région côtière de la Mu, très prisée par les touristes. Des attentats revendiqués par les islamistes du Shebab affiliés à Al-Qaïda, une hypothèse que réfute la police. Au début, nous pensions que c'était les Shebab, mais les premiers éléments de l'enquête montrent que l'attaque a été commise par des membres du Conseil républicain de Mombasa. Les Shebab, eux, de leur côté, continuent de revendiquer ces attaques en représailles à la présence militaire kenyane en Somalie. 11 Palestiniens ont été blessés dans 15 frappes de l'aviation israélienne lancées sur la bande de Gaza dans la nuit de mercredi à jeudi après des tirs de projectiles vers Israël. Ces échanges violents interviennent après le meurtre de 3 adolescents israéliens enlevés en Cisjordanie. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé ce dimanche au calme face à la menace d'une nouvelle escalade à Gaza et à la propagation des affrontements à des villes arabes d'Israël après la mort d'un jeune Palestinien brûlé vif. Et je rappelle en Côte d'Ivoire que le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour après une visite privée en France. Le chef de l'État a exprimé à son arrivée son soutien aux victimes des pluies diluviennes. Il a aussi confirmé l'arrivée à Abidjan le 17 juillet prochain du président français François Hollande. Notez que c'est la première fois qu'il effectue une visite officielle à Abidjan depuis son accession au pouvoir. Il faut souligner que la Côte d'Ivoire et la France ont signé depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir un traité de partenariat de défense précisément en janvier 2012 et le vendredi dernier, le Parlement ivoirien a adopté en commission ce nouvel accord de partenariat. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. C'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous tous de votre attention. À 23 h, retrouvez Hamza Diaby.